je m'appelle Frédéric Olivier, je suis professeur, alors c'est le Muséum national, c'est vrai que tout le monde l'oublie, le national, et c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui est basé au Jardin des Plantes à Paris. C'est un établissement qui est assez ancien, puisqu'il date de 1792, et anciennement Jardin du Roi. Donc, on a plusieurs missions au muséum, on fait de la diffusion de connaissances, de la recherche, de l'enseignement, de l'expertise, et on fait aussi, on a des collections naturalistes qui sont assez développées. Moi, plus personnellement, donc, je suis professeur, je suis basé à Brest, je dépends du Jardin des Plantes, mais physiquement, je suis basé à Brest, à la Technopole, à côté d'Ifremer et puis de l'Institut des sciences de la mer. Et ma spécialité, c'est l'écologie marine du benthos. Alors le benthos, c'est tous les organismes qui sont proches du fond, plutôt des invertébrés, pour moi, c'est ma spécialité, comme les crustacés, les mollusques, les vers polychètes. Ça, c'était une de mes grandes passions quand j'étais en début de carrière. Je commençais à travailler beaucoup sur l'impact de l'aquaculture en baie du Mont-Saint-Michel. J'ai vu ici que les marées étaient très faibles. L'endroit où on travaillait en baie du Mont-Saint-Michel, le marnage est de 15,50 m. Donc vous imaginez la différence qu'il peut y avoir, les courants générés. Et je travaillais beaucoup sur l'effet de la mytiliculture, la conchiliculture au sens large, sur la biodiversité. Et après, sur les aspects chaîne alimentaire, et vous allez voir que je vous en parlerai ici. Et en 2010, j'ai eu l'occasion de faire une campagne de prélèvement sur un brise-glace et de commencer des recherches polaires avec les Québécois qui ont vraiment tout un programme de recherche qui s'appelle ArcticNet et qui m'a permis de développer des recherches avec eux et puis de répondre à des questions scientifiques et des enjeux majeurs. Donc là, cette présentation, c'est vraiment pour vous donner un état des lieux un peu sur les enjeux qu'il y a en Arctique d'un point de vue biodiversité, et puis vous montrer un peu les recherches qu'on fait et puis les impacts que peut avoir le changement climatique sur les habitats. Alors déjà, je vais vous définir ce que c'est que l'Arctique. Alors il y a plusieurs définitions. Vous voyez sur cette figure, on a la définition qui est la latitude, 66 degrés nord, 33 minutes 45 secondes. Et vous avez une situation où vous voyez bien tout en blanc le couvert de glace. Vous avez le Groenland qui est ici. Vous avez l'archipel canadien qui est là, le détroit de Bering avec l'Alaska et puis la Russie à côté. Donc une situation où le couvert de glace est maximal, ça c'est au mois de mars en Arctique. Et puis une situation où le couvert de glace est minimal, c'est le mois de septembre. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une espèce de respiration, on va dire, au niveau de l'Arctique avec des phases de dilatation, de contraction de sous couvert de glace qui sont liées à la saison. On peut aussi vous donner quelques éléments statistiques. L'Arctique, c'est 10% des glaces continentales de la planète, c'est pas rien. 7% des réserves d'eau douce sur Terre. Et puis, quand je vous parlais de la définition de la zone arctique, vous voyez cette ligne là en pointillé, elle correspond à une température qui n'excède pas 10 degrés l'été. Et ça, c'est important, on parle d'isotherme. Cet isotherme de 10 degrés, c'est la limite de colonisation par les arbres. Et donc en Arctique, il n'y a pas d'arbres. Enfin, il n'y a pas d'arbres, c'est ce qu'on dit habituellement, mais il y a un tout petit arbre qui ressemble à une racine et qui se développe vraiment très très peu. Donc là, l'Arctique, retenez qu'il y a, c'est pas aussi homogène que ça au niveau de la latitude. 21 millions de kilomètres carrés, donc 14 d'océans. Donc c'est un système qui est super ouvert, qui est ouvert sur le Pacifique, qui est ouvert sur l'Atlantique Nord. C'est complètement différent de l'Antarctique où on a un continent. On a vraiment des terres. Là, il n'y a pas de terre. C'est vraiment un océan global, très ouvert sur les autres océans qui le bordent. C'est aussi un système où, quand on parle du climat, on imagine l'Arctique, c'est toujours assez homogène. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et c'est lié vraiment à la grande circulation des courants océaniques. Vous avez ici le Gulf Stream qui va, arriver jusqu'au Svalbard, qui est ici. Et là, si on fait un zoom, vous voyez qu'à une latitude donnée, eh bien, vous pouvez avoir une zone qui est le long des côtes de Norvège, qui est beaucoup plus chaude
que la côte du Groenland, du nord-est du Groenland, où je travaille beaucoup avec des Danois depuis des années. Pourquoi? Parce que cette côte du Groenland, nord-est du Groenland, elle est soumise à un courant qui dérive vraiment directement des pôles et qui va aller refroidir ce système, alors que le Gulf Stream, lui, va réchauffer les côtes ouest du Svalbard. Alors ça fait quoi? Ça fait qu'au Svalbard, vous avez un couvert de glace qui n'existe carrément plus, alors que l'endroit où je vais ici, on a un couvert de glace qui représente 280 jours par an. Donc c'est quelque chose qui est assez colossal. L'Arctique, c'est aussi un système avec une photopériode très particulière. Vous voyez un petit peu les évolutions du jour et de la nuit en fonction de la latitude. À Reykjavik, eh bien, vous avez jamais de jour entier, de nuit blanche là, en été, alors que si vous allez à 69 degrés nord, à Mourmansk, eh bien, vous allez avoir 2 mois où vous avez 100% de lumière pendant l'été, mois de juin, juillet. Et un mois où c'est la nuit noire, ce qu'on appelle la nuit polaire. Alerte au Canada, là, c'est une petite station militaire où il y a très peu de personnes. Eh bien, eux, ils subissent 5 mois de jours constants et puis 5 mois de nuit polaire. La nuit polaire, c'est vraiment dur pour travailler. Donc retenez ça, vraiment une photopériode qui est très particulière en Arctique. Et puis l'Arctique, c'est d'un point de vue, on va dire, enjeu géostratégique, il y a 5 pays qui possèdent des terres en Arctique. La Russie, bien sûr, la plus grande zone occupée par la Russie au niveau de l'Arctique, le Canada aussi, les États-Unis, le Danemark, parce que le Danemark possède le Groenland, c'est un territoire d'outre-mer aussi, le Groenland. Et puis vous avez la Norvège avec le Svalbard. Si vous rajoutez la Finlande, l'Islande et la Suède, vous avez le Conseil Arctique. Donc le Conseil Arctique, c'est vraiment le conseil qui va décider de la gestion de tout ce qui se passe en Arctique. Et vous voyez que nous, Français, on n'a rien à dire là-dedans, on n'a aucun territoire. Et si on veut aller travailler avec nos scientifiques, nos collègues scientifiques là-bas, on est obligé vraiment de collaborer pour pouvoir accéder à ces sites qui sont des sites qui sont gérés par ces pays. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ces lignes rouges là. On entend beaucoup parler. Alors j'ai eu l'occasion moi de faire ce passage-là, qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, qui est un passage qui est en train de s'ouvrir avec la fonte des glaces et qui permettrait dans le futur de faire passer des cargos par ces 2 routes, nord-ouest ou nord-est. Et quel intérêt pour un armateur de faire passer ces cargos par là? C'est que pour un New York-Tokyo, vous avez 18 200 km normalement. Si vous passez par les pôles, vous gagnez 4 200 km. Donc vraiment un intérêt, si vous voulez, en termes de gain de gasoil, on va dire, de carburant, même s'il faut quand même des cargos qui soient bien équipés avec des coques qui permettent de casser la glace, bien sûr. Autre enjeu, on en parle beaucoup en ce moment, en tout cas en Europe. J'ai vu que le prix de l'essence était moins cher maintenant à Tahiti que chez nous. Alors c'est quand même très étonnant, mais c'est le pétrole. Et là, vous voyez sur cette carte la probabilité de réussite d'explorer et d'avoir du pétrole. Le 100%, c'est tout ce qui est en bleu foncé. Donc il y a potentiellement un intérêt vraiment, des réserves de pétrole énormes au niveau de l'Arctique, qui ne sont pas encore exploitées. Je reviendrai là-dessus par la suite, parce que ça dépend vraiment d'un ratio de coût, au-dessus de 100 $ le baril, mais on y est actuellement. Donc ça, c'est une pression qui est importante, et surtout qu'on est capable actuellement d'exploiter vraiment en Arctique ces fonds. Donc le problème, c'est qu'il faut pouvoir pomper du pétrole avec des icebergs ou avec un couvert de glace qui est assez important. Donc on a 2 systèmes, des systèmes de château fort, si vous voulez, où on protège la plateforme, et puis d'autres systèmes qui sont où là vos puits sont vraiment en domaine, sont sur le fond de l'océan et connectés par des tuyaux jusqu'à des cargos. Donc là, il y a de la mer, il y a des icebergs, on se déconnecte,
on va se protéger, on revient exploiter quand on a des conditions un peu meilleures. Alors, un des enjeux aussi qui est important, hein, c'est comment dire, le changement climatique. Hein, vous voyez sur cette courbe hein, l'augmentation des pressions partielles en carbone, en dioxyde de carbone, en CO2. Je pourrais continuer cette courbe hein, après, je ne l'ai pas fait avec les données, on continue de monter en CO2 dans l'air. Ça génère quoi? Ça génère deux choses. Vous augmentez cette pression partielle de CO2 dans l'eau de mer, et ça fait diminuer quoi? Le pH. Alors le pH, je ne vais pas vous en parler dans cette conférence, mais sachez qu'il y a un gros problème pour la biodiversité sur l'acidification de cet océan arctique, qui est vraiment majeur. Et on peut imaginer des problèmes sur les mollusques, sur toutes les espèces qui ont des squelettes carbonatés. Hein. Vous avez les coraux ici, ben, il y a aussi des mollusques en Arctique qui peuvent subir ça, surtout au stade larvaire. Vous avez aussi donc, via l'effet de serre, eh bien, une augmentation des températures atmosphériques, qui est illustrée ici, hein, avec des valeurs qui sont assez importantes. Et ça fait que l'océan va accumuler de plus en plus de chaleur. Là, quand vous avez en Arctique une augmentation de cette capacité de chaleur, si vous voulez, dans l'océan, qu'est-ce que ça génère? Vous avez ici de la fonte. Donc là, on a une très belle photo aérienne de ce qu'on appelle la débâcle. La débâcle, c'est quand le couvert de glace est en train de fondre. Et puis, on a une zone d'eau libre. Là, on a ce qu'on appelle un peu, les Québécois appellent ça de la sludge. C'est une espèce de mélange un peu de neige fondue. Et puis la banquise là, qui est en train de se fragmenter. Donc ça fait que sur cette carte, c'est des travaux qui ont été publiés assez récemment. Vous avez actuellement le minimum de glace qui est l'été et versus le minimum de glace qui est, qui était en 1990. Donc vous voyez qu'on a perdu, le pôle Nord là, a perdu 40% de sa couverture de glace. Et quand on parle de couvert de glace, c'est non seulement l'étendue, mais c'est aussi l'épaisseur. Hein, donc on perd un contenu de glace qui est important. Et ça génère pas mal de changements. Hein. Quand vous faites fondre de la glace, ben, vous augmentez l'eau douce. Donc vous avez des apports d'eau douce qui sont plus importants. Quand vous avez aussi des apports d'eau douce, il reste l'eau douce est plutôt en surface. Donc vous avez une couche d'eau douce en surface, une couche d'eau de mer en dessous. C'est ce qu'on parle de stratification. Eh bien, cette stratification, elle augmente au niveau de l'eau de mer. Et on a aussi des courants induits qui sont plus importants. Donc tout ça, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur cet aspect biodiversité marine? Alors, quand on parle biodiversité marine, je pense que vous êtes tous venus peut-être pour écouter parler des mammifères marins. Vous allez être déçus. Mais je vais vous en parler quand même, notamment du morse, hein, qui est vraiment une espèce qui est typiquement, arctique. Un morse, ça mange quoi d'après vous? Du poisson? Ben non, ça mange des coques. Des coques. Ça mange 57 kg de coques par jour en poids frais. Bon, ça mange pendant 3 jours d'affilée. Hein, c'est un organisme qui est capable de faire des apnées de 9 minutes. Il plonge, il va s'alimenter sur le fond, il remonte, et il fait ça pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, il est un peu fatigué, il va se mettre sur une plage avec ses congénères, et puis il reste là 3 jours à dormir. Ça, c'est la vie d'un morse. C'est sympa. Ou pas. Bon, vous avez aussi des belugas. Alors les belugas, pour vous montrer, c'est une espèce qui est omnivore. Hein. Elle est capable de manger des poissons, des céphalopodes, beaucoup d'espèces, mais aussi du benthos. Hein. Les organismes qui sont dans la vase, vous avez un beluga, là, on sent bien qu'il a été farfouillé un petit peu au fond de l'océan pour essayer de trouver des proies. Alors les poissons, tu m'en parlais, ben voilà, ça c'est des espèces qui mangent des poissons. Hein. Le phoque du Groenland, les narvals, ça c'est une espèce ce sont des espèces piscivores. Bon, les baleines, je ne vous en parle pas parce que ici c'est quand même le royaume de la baleine. Il y a aussi des baleines en Arctique, baleines franches notamment, qui s'alimentent bien sûr de krill. Hein.
Et puis on a les top prédateurs. Alors les top prédateurs, les orques et puis les ours polaires. Alors, je peux vous dire que moi, j'adorais les ours polaires en photo et tout ça. Depuis que je vais en Arctique, je les aime plus du tout. Ils me font vraiment très peur. C'est quand même des organismes qui peuvent faire 500 kg à l'état adulte, qui sont des prédateurs. Et quand ils ont décidé de, de manger, que ce soit un homme ou un phoque, ça peut être très dangereux. Donc on a toujours des formations, si vous voulez, avec des fusils qui sont faits pour tuer vraiment ces ours, des moyens de les effaroucher. Mais c'est une pression permanente quand on est sur le terrain, surtout l'hiver, quand il fait blanc, quand tout est blanc, de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un ours qui va se jeter sur nous? Il y a eu des accidents dans le passé, on fait attention, on est toujours vigilant quand on est sur la glace. Bon, ça c'est la diversité des mammifères. Mais en fait, la diversité, ce n'est pas uniquement des mammifères. Là, vous avez un article qui vous décrit un petit peu le nombre d'espèces marines qui sont estimées. On estime à entre 0,7 et 1 million d'espèces marines actuellement, dont 1 tiers à 2 tiers sont encore à décrire. Donc on est vraiment sur un espace qui n'a pas été beaucoup prospecté d'un point de vue biodiversité. Alors vous avez des étoiles de mer, des isopodes. Alors, dans ces systèmes polaires, il y a souvent une histoire de gigantisme. Les organismes qu'on a nous en France, ils sont beaucoup plus gros. Ça c'est un cloporte un peu. Chez nous, ça fait 2 cm, on peut avoir des cloportes de 30 cm en Arctique. Des vers marins, ça j'adore, avec des sabellidés. J'ai vu des vers comme ça dans des patates, là, des serpulidés qui ont des panaches là, de toutes les couleurs, magnifiques ici. Et donc, quand on regarde un petit peu l'aspect diversité en Arctique, c'est des travaux de mon collègue Philippe Archambault, avec qui je travaille. Beaucoup de collègues de différents pays se sont réunis pour essayer d'estimer, à partir d'inventaires, le nombre d'espèces. On estime à 7600 espèces actuellement, ça c'était en 2010, ça a pu évoluer. Mais vous voyez que les mammifères marins, c'est 0,5% de la biodiversité, c'est rien. Poissons, 3%, il n'y a pas beaucoup de poissons. Macroalgues, là on commence à avoir une diversité importante. Et l'essentiel de la biodiversité, ce sont les invertébrés. Alors là, vous avez des vers marins, vous avez des copépodes, des chaînes algales. Et puis, je voudrais vous dire aussi qu'on a, en termes de biodiversité, il y a des études. Alors j'ai vu qu'au CRIOB, il y a beaucoup d'études moléculaires. Il y a eu cette démarche qui a été faite par une des collègues canadiennes, de travailler un petit peu sur le nombre d'espèces, sur les bactéries, pico-eucaryotes, archéa, donc ça c'est des groupes un peu particuliers, mais vous voyez, juste au niveau des bactéries, vous avez 45 000 espèces a priori qui ne sont pas encore décrites. Donc on a vraiment un pool de diversité qui est assez important en Arctique. Alors, vous plongez, là j'ai plongé dernièrement quand même pas mal ici. Si vous plongez en Arctique, moi je ne le fais pas, ce sont mes collègues. Quand on est dans le travail, on a des contraintes, on va dire, avec le CNRS qui sont très, très importantes. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une photo qui a été faite par mon collègue Erwan Amis. Donc vous avez un bloc avec des encroûtements d'algues coralligènes. Vous avez des chitons ici, des acidies, des anémones. Et puis vous voyez sur le fond, là, plein de siphons, là. Tout ça, ce sont des bivalves, et je vous en parlais longuement. Donc voilà un petit peu à quoi peut ressembler un fond. Deuxième type de photo, avec le gastéropode, là, comme un bulot qui se balade, mais quelque chose qui est un peu hétérogène avec de la vase et puis avec des rochers. Alors on a aussi des sabellidés, ça c'est le tout petit pétoncle, comme une petite coquille Saint-Jacques qui fait... Elle fait 5 cm maximum, elle est transparente, hyper fragile. Il y a un pétoncle, en Arctique. On a des pycnogonides, ça ressemble à des araignées, c'est quelque chose de très particulier, mais qui sont très gros par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'évaluation de la biodiversité. Quand on veut estimer la biodiversité, on a des courbes comme ça, c'est-à-dire qu'on fait un nombre d'échantillons. Et plus vous faites d'échantillons, plus vous êtes capable d'échantillonner les espèces rares.
Donc vous voyez par exemple, au bout de 10 échantillons, en mer Blanche, on arrive à 20 espèces à peu près. Donc on est capable comme ça d'estimer les différentes richesses spécifiques, le nombre d'espèces qu'on peut trouver en Arctique. Et vous voyez qu'au Groenland, eh bien, on a très peu d'échantillons, mais on a beaucoup d'espèces. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de biodiversité qui est assez important encore. Comme le dit mon collègue Philippe Archambault, lui, les estimations qu'il a, en mer de Beaufort, au niveau de la Munsan aussi, sont des estimations qui sont basées sur une taille moyenne, une surface moyenne d'une cuisine d'une Québécoise, ou d'un Québécois d'ailleurs. Et donc ça veut dire 30 mètres carrés. C'est quand même, ils ont des bonnes cuisines au Québec. Donc on fait des projections sur la biodiversité à partir d'un espace qui est ridicule. Ça veut donc bien dire qu'on peut encore trouver des nouvelles espèces. Et moi j'ai eu cette chance-là de trouver une nouvelle espèce. Alors c'est un petit ver, comme ça, un cylidé, qui fait 5 mm de long, ce n'est pas des grosses espèces. Et la particularité de ce ver, c'est ces soies-là. Vous voyez, c'est des soies qui sont en forme de hoquet. Alors là, quand on trouve une nouvelle espèce, on a plusieurs choix pour donner un nom. Alors déjà, on ne donne jamais son nom, ça ne se fait pas dans le code déontologique. Donc on peut dire par exemple, on va donner le nom de la particularité morphologique de cette espèce-là. On aurait pu dire Okei par exemple. On ne l'a pas fait. On peut donner un nom aussi par rapport à un site. On pourra dire Tahitiensis si on trouvait l'espèce à Tahiti. Le problème, c'est que si vous la trouvez ailleurs, ça va moins bien, quoi. Et puis on peut donner, moi j'ai des collègues brésiliens qui sont des taxonomistes, qui qui nomment les espèces, qui ont tellement d'espèces qu'ils en sont arrivés à nommer, à donner le nom d'espèces à leurs chiens, à leurs chats, à leurs copains, et donc on peut nommer des personnes. Là, on a décidé dans ce cas-là, comme c'était une soie qui avait une forme particulière et qui ressemblait à un outil traditionnel inuit, donc c'était une espèce qui était trouvée dans le Canada, eh bien, on a demandé aux Inuits, c'est un arc qui permet de creuser, de servir de perceuse. Comment ils appelaient ça? Ils nous ont dit, on appelle ça Nyoktot, et donc on a donné le nom d'espèce, Streptospinigera, Nyoktot, nouvelle espèce pour la science. Donc là, on va attaquer un petit peu des choses un peu plus compliquées, mais vous allez voir, ça va bien se faire, sur les chaînes alimentaires. Parce que ça, c'est vraiment un petit peu ce qui me passionne. Là, vous avez une chaîne alimentaire, de ce qu'on appelle un réseau trophique, avec les différentes relations qui peuvent lier le narval qui va manger la morue arctique. La morue arctique, c'est une des composantes centrales des systèmes arctiques. La morue arctique, elle s'alimente sur des copépodes. Ces copépodes peuvent s'alimenter sur du phytoplancton, mais la grosse différence qu'il y a dans les systèmes polaires, c'est que vous avez des algues de glace. Donc, sous la glace, vous avez un espèce de tapis vert qui va, coloniser ces couverts de glace et qui va permettre à beaucoup d'organismes brouteurs de s'alimenter. Ça, c'est vraiment une des particularités des algues de glace. Et dans ce schéma, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est que tout ce qui tombait de la colonne d'eau et qui arrivait sur le fond, sur mon benthos, là, on considérait que c'était des détritus. Ça, c'était la vision en 2012. Alors, il y avait deux hypothèses sur les effets des changements climatiques sur ces chaînes alimentaires. Première hypothèse, c'était une hypothèse de Wassmann. Moi, je suis arrivé en 2010, j'ai fait ma revue de littérature, j'ai regardé un petit peu ces hypothèses-là. Wassmann disait, on a plein d'algues de glace, d'habitude, c'est ça qui nourrit le benthos. Donc, si on perd du couvert de glace, on passe d'un épais couvert de glace à un couvert de glace plus mince, eh bien, on va avoir moins d'algues de glace, donc on va avoir moins d'export de cette nourriture vers le fond. Première hypothèse. Et on va avoir un rôle plus important du phytoplancton.
Ça, c'était Wassmann. Et puis, j'ai des collègues danois, Søren Risgaard et Ronny Glud, qui, eux, pensaient différemment. Ils ont dit, ben oui, mais quand on a une période d'eau libre qui est très courte, en fait, votre bloom de phytoplancton, donc l'explosion un petit peu d'algues qui peut arriver souvent chez nous en domaine tempéré au printemps, elle est très synchronisée par rapport aux copépodes qui sont là. Et donc, eh bien là, vous avez très peu d'export. Et si vous augmentez cette durée-là, eh bien, vous allez désynchroniser la période de phytoplancton avec le zooplancton. Et vous pouvez avoir plus d'export. Alors, c'est des hypothèses que formulent les scientifiques, c'est très conceptuel. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ces hypothèses et se dire laquelle est la bonne? Alors, ce qu'on avait comme expérience, notamment à Brest, avec mon collègue Laurent Chauveau, qui travaille sur la coquille Saint-Jacques, il avait déjà commencé à travailler sur la lecture des stries de coquille Saint-Jacques. Et en fait, vous connaissez sans doute la dendrochronologie, c'est-à-dire on regarde les cernes d'un arbre et on est capable comme ça d'âger cet arbre. Donc, ce qui est blanc, c'est la période de croissance, ce qui est noir, c'est la période hivernale. On peut le trouver sur plein d'autres, les carottes de glace, les sédiments, sur le corail, bien sûr, on fait la même chose. Et il s'est mis à regarder ça sur la coquille Saint-Jacques et il a vu qu'une coquille Saint-Jacques, ça formait une strie tous les jours. Donc là, moi je suis arrivé avec cette idée sur ma campagne océanographique en 2010 de me dire, tiens, si je trouvais un bivalve qui permettait de lire ça, je pourrais peut-être avoir des informations intéressantes. Alors, j'ai fait cette campagne donc en 2010 et puis on a réussi à... Alors, c'est vraiment, faut vous dire que les campagnes océanographiques, on va aller sur une station, on se bat un petit peu avec toutes les équipes. Il y a des équipes qui font du phytoplancton, de l'eau, qui font des carottiers. Et nous, on finit toujours à la fin parce qu'on va échantillonner de la vase, on dégueulasse tout le pont de bateau, on ne nous aime pas beaucoup. Et donc, on a un carottier et un coup de chalut. C'est la seule chose qu'on ait sur une station. Donc il faut vraiment avoir un peu de chance pour récupérer nos bestioles. On a eu cette chance-là et on a récupéré au nord-ouest du Groenland, dans une Polynie, c'est une zone qui est très productive. On a récupéré à 568 mètres de fond des coquilles comme ça, un coquillage qui s'appelle Astarté et qui, comment dire, fait à peu près 5 cm de long. Donc j'ai une étudiante qui a coupé cette coquille. Et puis, quand elle a regardé un petit peu la coupe particulière, vous voyez qu'on a une très belle définition d'arrêt de croissance, d'incrément de croissance, d'arrêt, super beau. Et quand on fait ce décompte, eh bien, le coquillage qu'on avait pu échantillonner en 2010, ben, a priori, il était né dans les années 30. Donc on s'est aperçu que, tiens, on a peut-être une espèce qui vit, qui est presque centenaire, pour 5 cm. Il faut imaginer que dans les systèmes arctiques polaires, l'eau est très froide, on a beaucoup d'espèces longévives qui vont, comment dire, avoir une croissance très lente. Bon, on a essayé de soumettre notre papier, et puis on nous a dit, ouais, mais comment vous pouvez nous dire que les arrêts de croissance sont liés, se font tous les ans? C'est peut-être différent, c'est peut-être la reproduction, des choses comme ça. Donc on a été utiliser une méthode, on utilise un petit peu tout ce qui est le carbone 14 qui est issu des essais nucléaires atmosphériques. Dans les années 50, il y a eu beaucoup d'essais nucléaires qui ont été faits et ça a généré, alors c'est la courbe qui est ici, Deeper Waters, là, la courbe en violet, ça a généré une augmentation dans les eaux de fond du Labrador du carbone 14, énorme. On est passé de niveaux de, je ne sais pas, moins 70 à des niveaux de plus 20. Donc on a échantillonné, on a fait des petites carottes, on a utilisé des perceuses. Alors ce n'est pas des grosses perceuses, on fait des trous minuscules dans la coquille. Et puis on a regardé un petit peu les valeurs du carbone 14 et vous voyez que avant, au niveau des années 40, on est bien dans les niveaux qui correspondent à notre courbe de référence et puis qu'à la fin, ben, on est bien aussi à ce niveau-là. On a un petit problème ici, mais ça on considère que quand on fait des carottes
avec des stries qui sont aussi fines, on peut taper dans plusieurs années et on a un signal qui est un peu moins bon. Alors, quand on a regardé, on a mesuré toutes ces courbes, ces incréments, et on s'est aperçu que ça vous donne une idée un petit peu sur le fait qu'il y ait des années avec des bonnes croissances, des années avec des mauvaises croissances. Vous voyez que jusqu'aux années 80, fin des années 70, on a quelque chose qui est très variable. Et puis à partir des années 80, on a quelque chose qui devient beaucoup plus stable. Tiens, il s'est passé quelque chose là, dans les fins des années 70, qui a changé un petit peu la croissance de notre organisme. Et a priori, ça veut dire que notre organisme, avant les années 70, il avait du mal à se nourrir. Et qu'après, il s'est retrouvé avec de la nourriture sans doute beaucoup plus abondante à 568 mètres de fond, n'oubliez pas. On est capable aussi de doser des éléments dans la coquille, le barium. Et là, quand on a dosé le barium, c'est relié à une concentration en diatomée. Eh bien, on a vu que, tiens, on augmente depuis les années 70, on double la concentration en barium. Donc là, on s'est bien dit que, tiens, il s'est passé quelque chose à la fin des années 70 en Arctique pour notre bivalve qui a l'air de ressembler à un changement de nourriture. Donc là, qu'est-ce que ça mange ce bivalve ? Qu'est-ce qu'on avait en tête? Un bivalve comme ça va manger à 568 mètres de fond, l'eau, il n'y a pas de lumière. Donc vous n'avez pas de photosynthèse, vous n'avez pas d'algues ni rien. Donc on s'attendait à avoir quelque chose de plutôt bactérien. Et là, on a des méthodes qui sont assez pointues. On fait des acides gras. Alors les acides gras, c'est comme si vous alliez au laboratoire d'analyse. On va vous faire un check-up et on va regarder un petit peu tout ce que vous avez comme valeur de différents paramètres. Les acides gras, quand vous êtes un animal comme vous, il y a certains acides gras que vous n'êtes pas capable de synthétiser. Et donc on parle d'acides gras essentiels. C'est l'EPA, le DHA, vous avez dû en entendre parler, DHA, l'acide arachidonique, tout ça, vous avez besoin d'aller chercher dans la nourriture. Et si vous ne l'avez pas, vous avez des problèmes de carence, vous avez des problèmes de croissance, vous avez des problèmes de reproduction. Donc ces acides gras, les consommateurs, comme notre filtreur, là, ça filtre l'eau, il est capable de les trouver dans des sources comme des diatomées, des dinoflagellés, c'est d'autres types d'algues unicellulaires, des bactéries, des macroalgues. Et bien pour chaque groupe de sources potentielles, on va avoir des acides gras particuliers. Les diatomées, on a du 25 oméga 3, du 16 oméga 7. Bon, retenez pas ça. Sachez qu'on est capable comme ça de savoir ce que mange un bivalve. Et on a des ratios. Si vous avez un 16 oméga 7 sur 16 qui est supérieur à 2, eh bien, vous savez que votre bivalve, il va manger surtout des diatomées. Donc là, on a des éléments qui sont intéressants pour voir ce que mange notre bivalve. Donc on a fait ces analyses. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait principalement des marqueurs de diatomées et de dinoflagellés, ainsi que de zooplancton. Ça veut dire que le bivalve qui a 600 mètres de fond, il s'alimente sur quoi? Sur ce qui est produit à la surface. Alors ça, c'était une surprise vraiment incroyable. On parle de couplage pélagique-benthique, c'est-à-dire qu'en Arctique, vous avez un couplage qui est très fort entre ce qui se passe à la surface et ce qui se passe au fond. Et pourquoi on a ce couplage très fort? On a des eaux qui sont très froides et ces algues, elles sont capables de former des agrégats et de descendre très vite. Et ça, on l'avait compris tôt. Une collègue, Madame Boetius, qui est vraiment un ponte en Arctique, l'a démontré aussi, un peu avant nous. Elle a carrément mis des caméras à 3500 et 4000 mètres de fond et elle a montré qu'on pouvait avoir ces algues de glace qui sédimentaient sur le fond. Et là, vous avez des holoturies là, qui sont en train de s'alimenter, c'est à 4000 mètres de fond, sur de la matière qui vient de tomber sur le fond. Ok, tiens, on a une bestiole qui s'alimente sur la surface, qui a eu plus de nourriture, ou en tout cas une nourriture de meilleure qualité depuis les années 80. À quoi ça peut être lié? Donc là, on a essayé de regarder un peu tous les paramètres qu'on pouvait avoir.
L'advection, donc ça, c'est ici qu'on a échantillonné notre bivalve. Et là, on a regardé un petit peu des anomalies de production primaire. Eh bien, on ne peut pas revenir aux années 80, on n'a pas d'image satellite qui nous permettent de le faire. Donc on l'a fait sur des années plus récentes, et déjà on s'aperçoit que, vous voyez que cette zone rouge, ça veut dire que c'est une anomalie positive de production primaire. Eh bien, ça veut dire que la production primaire qui était ici au départ, elle devient beaucoup plus nord depuis les années 98. Donc ça peut être l'advection. Hein. Quand les algues tombent, elles ne tombent pas directement sur place, elles peuvent aussi être, comment dire, advectées, arriver à un autre endroit. Tiens, ça c'est une première hypothèse. On a regardé toutes les cellules microalgales. Bon, je vais passer rapidement, mais la quantité de production primaire à la surface, elle a plutôt diminué. Et on est plutôt sur des petites cellules. Ça ne va pas dans le sens de notre explication, là. Et là, on a commencé à trouver ce qui se passait. On a regardé l'anomalie de production primaire, mais de manière saisonnière. Et vous voyez que par rapport à juillet ou juin, eh bien, la production primaire, elle est de plus en plus forte au mois de mai. Ça veut dire que vos blooms d'algues, ils se passent de plus en plus tôt. On a vraiment une précocité aussi qui arrive en Arctique avec des changements de rythme saisonnier au niveau de ces chaînes alimentaires. Et là, ça veut dire qu'on avait notre solution. On relie ça à une hypothèse, c'est une hypothèse qui est assez simple, hein, qui a été donnée par Cushing, qui parlait de proies et de prédateurs. Eh bien, vous avez vos prédateurs qui sont des larves de poissons, hein, pour Cushing. Si vos prédateurs ne sont pas là en même temps que vos proies, eh ben, ça ne marche pas. Et donc, votre prédateur, au niveau larvaire, va donner très peu de juvéniles. On parle de mismatch. Si vous avez par contre vos larves qui arrivent bien au même moment, on parle de match, bah là, elles arrivent quand il y a plein de nourriture, on va avoir des juvéniles qui vont être très importants. Donc nous, ce qu'on pense, eh bien, c'est que cette hypothèse-là de Wassmann, qui consistait à dire qu'il y a plus d'export vers le fond, eh ben, on la remet complètement en question, et c'est plutôt nos Danois qui avaient raison. On désynchronise, si vous voulez, la production primaire par rapport aux zooplanctons. Okay, donc on a plus d'export, et ça c'est lié à des changements de temporalité, hein, qui sont vraiment liés à ces changements climatiques. Ça se voit beaucoup en terrestre. Il y a la même chose sur certains oiseaux avec des éclosions qui se font, qui devraient se faire pendant la période de moustiques, parce que les oisillons vont s'alimenter sur des moustiques, et puis qui se fait en décalage. Il y a beaucoup plus de mortalité au niveau des oisillons. Bon, je vais passer aussi rapidement sur les tendances de la production primaire à l'échelle arctique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs positifs. Hein. Production primaire, c'est vraiment la quantité de petites algues qu'il va y avoir dans l'eau. Eh bien, il y a plein de facteurs positifs. On enlève de la glace, donc on permet à l'eau de rentrer à la lumière de rentrer dans l'eau. On a plus de courant, on a plus de tempêtes, ce qui permet de remettre des sels nutritifs dans l'eau. Et on a plus de nutriments par les rivières, en raison des écoulements, et puis des écoulements d'eau douce. Facteurs négatifs, couverture nuageuse, turbidité, stratification. Donc voilà un petit peu les éléments positifs et négatifs. Et là, on est à peu près d'accord, hein, tous, on va aller vers une augmentation de la production primaire à l'échelle phytoplanctonique, à l'échelle de l'Arctique, avec des zones notamment entre l'Alaska et puis la Russie, qui vont être beaucoup plus productives dans les années à venir. Donc vous voyez, on change vraiment, hein, nos chaînes alimentaires, retenez ça, et notamment à la base, avec tous ces producteurs primaires qui permettent d'alimenter toute la chaîne. Alors maintenant, je vais vous remontrer des belles images. Voilà, un fond arctique classique. Et puis, quand vous allez en Bretagne, quand vous allez plonger en Bretagne, c'est ça que vous voyez, hein, on a des champs de kelp, beaucoup de macroalgues. Eh bien, il y a un scientifique, on est tous un peu fous, hein, quand on est scientifique. Hein. Certaines fois, quand on a une idée en tête, on peut être très obstiné. Ben, ce scientifique-là, norvégien,
hein, il avait décidé, dans les années 80, de photographier tous les ans une surface de roche, et puis de regarder un petit peu la couverture de cette roche. Et vous voyez que de 80, je pense que c'est 90 là, je ne sais plus trop, oui 90, de 90 à 94, il a toujours vu ces algues coralligènes qui colonisaient la roche. Et puis il a vu arriver de manière vraiment abrupte sur 2 sites, donc il y a des petites différences entre les 2 années, il a vu arriver ces macroalgues sur ces 2 sites. Donc l'océan Arctique, il est actuellement colonisé par des macroalgues. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On peut se poser quand même pas mal de questions. Et donc nous on a décidé de faire des comparaisons sur plein de sites pour essayer de voir encore avec les acides gras si ces macroalgues pouvaient avoir un rôle au niveau de ces chaînes alimentaires. Alors quand on va échantillonner au Groenland, on est obligé d'y aller de manière saisonnière. On peut y aller pendant la période estivale, en eau libre, et puis on y va aussi au mois de mai. Au mois de mai, il y a un couvert de glace qui est toujours important, et pourtant on doit aller chercher des échantillons sous la glace, jusqu'au fond. Alors comment on fait? Alors déjà on fait des belles rencontres. Voilà un renard arctique, on l'appelle cacahuète. Cacahuète parce qu'il était à côté de notre base scientifique, et puis notre plongeur, qui est un amateur de photos, Erwan Amis, il avait décidé de le photographier. Donc il a balancé quelques cacahuètes et le renard est venu. Il a pu obtenir ce gros plan magnifique. C'est une photo qui a été projetée au niveau du métro Montparnasse pour le CNRS pendant une certaine période, et qui est assez belle, ma foi. Donc comment on échantillonne en Arctique? On doit faire un trou dans la glace. Alors, ça vous paraît tout simple? Moi aussi ça me paraissait simple avant d'y aller. Et c'est beaucoup plus dur. On a mis à 4 personnes 8 heures pour faire un trou dans la glace. Alors 8 heures c'est quoi? On enlève déjà 1 mètre de neige. C'est pas rien. On commence, là vous voyez, là j'en veux plus déjà. Laurent Chauveau, Jacques Graal, un de mes collègues, et on utilise des tarières. Donc on nous avait dit, il y a à peu près 1,50 m de glace au mois de mai, vous n'avez pas de problème. Bon, le problème c'est que cette année-là, on a eu 2,75 m de glace, d'épaisseur de glace. On était à la limite de la tarière pour, aller essayer de faire un trou et accéder à l'espace pour mettre des plongeurs. On a réussi à le faire, voilà, donc vous avez, on commence à être un petit peu proche de l'interface glace-eau. Et puis, on a réussi enfin à faire notre trou. Alors le premier trou, il n'était pas bien réussi. En fait, il y avait un seul plongeur pouvait passer à la fois. Donc ça, c'était quand même un peu limite. Et les plongeurs nous disaient, quand on descend, ça gratte un peu contre la glace, et ils n'étaient pas vraiment rassurés. Surtout que, donc là, c'est assez original par rapport à ce que vous pouvez vivre. L'eau ici est à la limite de congélation. C'est-à-dire que vous êtes à moins 1,8 degrés. Moi, je mets les mains dans l'eau. En début de mission, je ne peux pas les laisser dans l'eau. Et puis on s'habitue. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on s'est grillé les terminaisons nerveuses et que ça met 1 mois avant de revenir quand on rentre en France. Aussi, bien sûr, les détendeurs et tout ça, le premier étage gèle régulièrement. Si vous aspirez trop vite de l'air, ça gèle. C'est quand même de la plongée extrême. Et puis quand vous allez, donc ça c'est Erwan avec tout son système de photos. Quand vous allez sous l'eau, eh bien, ils m'ont dit, quand ils sont descendus la première fois, ils m'ont dit, mais on a vraiment eu peur parce que c'était le noir total. Et ça, on ne s'attendait pas à ça, c'est le fait d'avoir 2,50 m de glace plus 1 mètre de neige, il n'y a plus du tout de lumière qui passe là-dedans.
Et c'était assez, comment dire, flippant. On a vu les têtes des plongeurs remonter. On s'est dit, ouf, ça n'a pas dû être facile, hein. Plus le froid. Quand ils reviennent à la station, il faut avoir beaucoup de réserves de nourriture pour les nourrir, hein, parce que ça mange. Un plongeur qui sort de là, c'est quelque chose. Donc on va revenir sur nos approches trophiques, là, pour vous montrer un peu les résultats qu'on peut obtenir. On l'a fait sur nos sources. On est capable, vous voyez, sur les algues, là, on a échantillonné toutes les algues. Et puis on a des algues vertes, des algues brunes. Tous ces points-là, ce sont des réplicas. Et ça démontre que chaque algue a ses profils d'acides gras. Donc vous avez l'ulve qui a du 16,4 oméga 3, du 18,3 oméga 3. Donc on a comme ça des signatures d'algues qui sont vachement intéressantes pour suivre leur devenir au niveau de notre consommateur primaire. La pomme, c'est ce qui est filtré dans la colonne d'eau. Donc là, on a tous nos échantillons de pommes qui peuvent être l'été et l'hiver. Et on peut aussi échantillonner ce qui se passe au niveau du sédiment. Alors c'est un peu compliqué, je vais passer rapidement, mais on échantillonne la glande digestive. La glande digestive d'un bivalve, c'est vraiment les ressources qu'il vient de manger. Et puis le muscle, c'est les réserves à plus long terme. Eh bien, quand on regarde ça d'une manière saisonnière, on voit qu'au mois de mai, notre bivalve, il mange du 16,4 oméga 1, 16,1 oméga 7. Ça, ce sont vraiment des diatomées. Donc là, on sent bien que notre bivalve, il est capable de manger, comme ce qu'on avait vu auparavant, des diatomées, du phytoplancton, des algues de glace, si vous voulez. Et en fin de saison, eh bien, on s'aperçoit qu'il est capable de manger du 24 oméga 6, 18,2 oméga 3. Ça, ce sont des macroalgues. Et donc, on a eu la preuve que notre bivalve arctique qui était habitué, à manger sur du phytoplancton ou sur des algues de glace, eh bien, il était capable de s'adapter. Et il est capable de manger un petit peu de tout. C'est une espèce qui est très plastique. Alors ça, c'est quand même intéressant quand on parle de changement climatique. Ça veut dire que si on a des macroalgues qui rentrent dans notre système, et on l'a démontré avec les isotopes stables, bon, c'est d'autres méthodes, retenez juste que là, on a notre glande digestive. Eh bien, dans le carré rouge, c'est là que se trouvent les sources de nourriture. On s'aperçoit que ça mange bien du phytoplancton, ok, c'est ici. Et puis ça mange de l'agarome, c'est une algue qui est complètement perforée, et du fucus. Et ça, c'est quand même assez original. Moi, quand j'ai fait mes études il y a très longtemps, un bivalve filtreur, mangeait des macroalgues, ce n'était pas naturel. On pensait que c'était plutôt des patelles. Mais ça veut dire que les algues sont capables de se dégrader, notamment les algues brunes, de façon vraiment facile dans la colonne d'eau, et que les bivalves vont les manger. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les bivalves au sens large, selon le site où vous allez les élever, on le connaît bien en France, quand on fait la culture de l'huître creuse, eh bien l'huître de Cancale, elle n'a pas le même goût que l'huître normande. Ça, c'est lié au fait que les sources de nourriture ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a un aspect terroir qui est représenté par les lipides. Les lipides, c'est le gras, et dans le gras, il y a le goût. Donc, on a une relation aussi entre ces lipides et le goût. Donc voilà un schéma, on est passé du schéma que je vous avais montré avant, et puis nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, le changement climatique, ça redonnait du poids à tout ce qu'on appelle les producteurs primaires benthiques, les macroalgues, et puis le microphytomato, c'est des algues dont je ne vais pas parler, là, mais qui sont sur le fond aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui va arriver et qui est plutôt positif pour notre système. Alors, je vous parle de gras, je vous parle de choses comme ça assez compliquées. Est-ce que ça a un impact pour les sociétés humaines, en tout cas pour certaines activités économiques? Là, vous avez un colin de l'Alaska. Alors, le colin de l'Alaska, lui, il y a eu des études qui ont été faites il y a longtemps déjà, par rapport à ce retrait de glace. Quand vous avez un retrait précoce, quand je vous parlais de précocité avec la glace fond plus vite, eh bien, les copépodes, ils n'ont pas le temps vraiment de s'alimenter, ils sont désynchronisés, ils ont moins de gras. Et quand vous avez moins de gras, eh bien, vos jeunes de l'année sont plus petits, vos individus qui ont plus d'1 an et qui peuvent être adultes aussi,
eux ont pas assez de nourriture, et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont manger sur leurs propres congénères. Il y a du cannibalisme. Donc ça, c'est pas bon, et ça veut dire que vous avez un stock qui est complètement réduit après une année. Si vous avez sur un retrait tardif, vous avez plein de glace, eh bien les copépodes, eux, vont bien se synchroniser, vont bien s'alimenter, et là, vous n'avez plus de problème de prédation. Donc, et avec des stocks qui sont vachement intéressants. Donc ça, c'est important, parce que le colin de l'Alaska, vous en mangez dans tous les bâtonnets. Hein, je ne sais plus les marques, mais bon, il y en a plein. La valeur de cette, cette économie, c'est 1 milliard US par an. Donc si vous changez un petit peu ces chaînes alimentaires, vous pouvez avoir un problème sur les stocks exploités. Et le colin d'Alaska, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein. Alors maintenant, je vais vous parler aussi des perturbations à venir. Donc, je vous ai parlé du trafic maritime, de tout ce qui est un petit peu nouvelle voie de navigation. Bon là, vous avez un brise-glace, mais vous allez avoir potentiellement des pressions de pêche. Alors je vous ai parlé d'espèces qui, sont longévives, avec des taux de croissance qui sont faibles. Il y a des crevettes qui existent en Arctique. Bah, vous imaginez que si on commence à taper dans ces stocks-là, ça ne va pas durer longtemps. Hein, et le renouvellement de ces populations, il va être très réduit. On a, aussi des porte-containers, on peut avoir des plateformes pétrolières. Sur le trafic maritime, voilà les prédictions qui sont faites par un de mes collègues et qui montrent que on va avoir, c'est pas énorme hein, le trafic maritime, on ne parle pas de centaines de bateaux qui vont traverser ça, il y a quand même des risques. Hein. Mais vous voyez que entre 18 et 40 navires vont pouvoir traverser à l'horizon 2040-2059 ces deux passages. C'est une prédiction et ça se trouve, ça peut être beaucoup plus. Hein. Qu'est-ce que ça peut générer? Des problèmes de marée noire, bien sûr. Et puis, je pense qu'on en a parlé un petit peu aujourd'hui au CRIOM, de tout ce qui est espèces invasives. Hein, les eaux de ballast, quand vous avez des cargos qui stationnent au port de Churchill, qui est un port canadien, eh bien, il peut y avoir des introductions d'espèces. Et ça, c'est un enjeu qui est important. Mes collègues sont en train de mettre un observatoire pour justement essayer de voir s'il y a des espèces qui arrivent dans ce site. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut changer. Donc, pensez aussi à ces espèces envahissantes. Et puis ça, c'est des choses qu'on fait depuis... Alors, mon collègue Laurent a commencé, et puis on continue de le faire. On met aussi des hydrophones dans l'eau. Vous avez vu que ces systèmes arctiques, là, quand on veut aller dans une station marine, la station marine, elle est ouverte 3 semaines, allez, 1 mois l'été. Donc on peut pas avoir... On a une vision qui est très ponctuelle, où on y va au mois de mai. C'est compliqué, on n'a pas beaucoup de temps pour faire le travail. La logistique est très lourde. Et donc, on est capable, si on est capable avec des hydrophones d'écouter un petit peu ce qui se passe dans ces systèmes-là, on peut peut-être avoir des indications sur l'ensemble de l'année, même pendant la nuit polaire. Donc on a mis des hydrophones. Donc là, c'est mes collègues qui ont mis ça au Svalbard. Alors, je peux appuyer sur le son, là, ça devrait marcher ou... Et quand on met un hydrophone à l'eau, au Svalbard, on entend ça. Ah, ça va charger. Voilà. Ça peut être plus fort. Ouais. Ça vous dit quoi? Non, vous n'avez pas d'idée? Non, c'est un sonar militaire de sous-marins. Parce que c'est quand même des endroits où il y a des enjeux géopolitiques et il y a pas mal de sous-marins qui se font la chasse. Vous entendez justement ces aspects sonar militaires. Puisque vous entendez généralement quand vous mettez un hydrophone dans ces endroits-là. J'entends rien. Je peux le couper, ça?
Vous entendez des bruits d'écoulement, on entend des bruits de craquement. Donc, tout ça, on est capable d'avoir un peu une idée de ce qui se passe, ce qu'on appelle la géophonie. Hein, tout ce qui est bruits environnementaux, physiques, on est capable d'avoir une idée de ce qui se passe sous la glace. On va rester comme ça parce que j'ai d'autres choses à vous faire écouter. On est capable d'avoir une idée sur la dynamique de glace. Et ça, c'est super important. Ça intéressait d'ailleurs ces études qu'on a fait notamment au Groenland, hein, sont des études qui ont été financées par la Marine nationale. Parce qu'ils étaient intéressés pour savoir, rien qu'à l'écoute, est-ce qu'on pouvait avoir une idée sur ce qui se passe au niveau de la glace. Donc vous pouvez entendre ça. Des craquements de glace, hein, c'est la banquise, ça fait du bruit. Alors, ça dépend des sites. C'est très impressionnant en Antarctique. En Arctique, c'est un petit peu moins violent. Vous entendez aussi, si vous avez de la houle qui se propage, la houle peut se propager sur des distances de 200 km sous la glace. Et ça, quand vous avez de la houle qui se propage sous la glace, ça déforme la glace. Et quand vous déformez la glace, vous entendez on appelle ça la sirène de pompier. C'est la glace qui se déforme avec le passage comme ça de la houle. Donc ça c'est intéressant, vous mettez un hydrophone à l'eau, vous savez s'il y a de la houle, il y a un craquement bien sûr derrière, hein. S'il y a de la houle, s'il y a des craquements de glace, et puis vous pouvez aussi avoir une idée de la dynamique quand on parle de fonte de glacier, et puis de vélage, hein, de glaciers d'iceberg qui se brisent, qui se forment, ben on l'entend aussi dans l'eau. Voilà. Tout ça, ça a été enregistré sous l'eau, hein. C'est pas quelque chose qui est enregistré à la surface. Alors ce que je voulais vous faire écouter aussi, vous avez de la géophonie et puis vous avez aussi la biophonie, donc tous les sons qui sont produits par les organismes marins. Alors là, je vais vous faire écouter quelques petits exemples de phoques. Un deuxième. On dirait des oiseaux. Hein. Alors, je ne sais plus quelle espèce c'est exactement. Hein. Et ce qu'on a fait, nous, on se disait, si on arrive à enregistrer un morse qui mange, on sera capable de savoir à peu près, en mettant un hydrophone, à quel rythme il s'alimente, combien il y a de morses. Donc, on a été avec un bateau. Alors, on a un peu galéré au départ. Hein. On a mis l'hydrophone au niveau d'un zodiac. Et puis dès qu'on bougeait, dès qu'il y avait de l'eau contre le zodiac, on n'entendait que nos mouvements ou que le clapotis sur la coque. Donc on a trouvé une solution pour mettre l'hydrophone attaché à une bouée. On voyait le morse arriver, on le mettait sur son passage, et puis on a réussi à enregistrer un morse qui mange. Vous allez écouter ça. Vous sentez comme si il est en train de mâcher. Hein. On entend comme une vache là, qui est en train de ruminer. Là, ben, le morse, il fait ça. Donc on est capable de reconnaître un morse qui s'alimente. Bien sûr, il émet des sons qui sont bien plus jolis hein, des chants de reproduction notamment. Hein. Mais on est capable de l'écouter et donc de déterminer des rythmes de vie. Bien, alors, et puis je voulais vous parler aussi de l'anthropophonie. Hein. On a parlé de géophonie, de biophonie. Eh bien, il y a aussi tout ce qui est bruits sous-marins qui sont produits par les humains. Et là, vous avez des statistiques qui montrent que au Svalbard, là, entre 2013 et 2018, vous avez 3 fois plus de bateaux de croisière, la compagnie du Ponant, qui viennent sur ce site. Et si on mettait ça... Bon, il y a eu le Covid qui a permis d'arrêter un peu tout ça, mais depuis, ça a explosé. Et ça génère des bruits sous-marins. On a calculé, alors voilà un bruit d'un cargo. Et on pourrait le mettre plus fort. Hein. À la source, ça atteint des bruits...
Voilà. Ben ça, quand vous mettez ça dans l'eau, vous augmentez le bruit à un niveau énorme dans votre milieu naturel. Alors, vous pouvez me dire, alors, on sait que pour les mammifères, c'est pas bon. Hein. Par contre, pour les invertébrés, ben, on se pose des questions là-dessus. Et moi, on a travaillé sur un projet pour essayer de voir en quoi les bruits sous-marins. Je sors un peu de l'Arctique, mais c'est pour vous montrer que c'est un enjeu, je pense, en Arctique. J'ai travaillé dans un projet sur comment dire, les bruits qui sont liés à l'installation d'un parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Vous avez entendu parler de ça, là? C'est des enjeux, les énergies marines renouvelables en France, c'est un enjeu majeur avec des pêcheurs qui ont bloqué vraiment complètement l'accès, hein, la construction pendant 3 ans parce qu'ils exploitaient de la coquille Saint-Jacques et ils voulaient savoir si le fait de faire des bruits à des très hauts niveaux, hein, quand on fait du battage de pieux ou du forage, vous atteignez des niveaux qui sont de l'ordre de 210 dB à peu près pour le battage, 175 pour le forage. Ils nous ont dit, mais est-ce que ça va tuer mes coquilles Saint-Jacques? Est-ce que ça va aussi avoir des problèmes au niveau de la reproduction? Est-ce que ça va tuer les larves? C'était vraiment des questions qui étaient majeures. Alors nous, moi je suis un spécialiste de l'écologie larvaire, donc j'ai travaillé à mettre en place tout un mésocosme qui permet de reproduire les sons. Vous mettez un son dans un aquarium, il y a plein de résonances, de réverbérations. Eh bien, on a mis des systèmes que vous pouvez utiliser dans votre salon, des systèmes en polystyrène qui cassent les ondes. Et on a de la haute fidélité là-dedans. Et dans chacun de nos cylindres, c'est comme un bain-marie, hein, ça fait 1 mètre cube à peu près. Eh bien, vous pouvez mettre des larves. Donc là, vous avez l'enceinte. Les enceintes qu'on achète, c'est des enceintes qui sont sur étagère et qui servent, comment dire, pour la natation synchronisée. Pour que les nageuses, quand elles soient dans des piscines, elles puissent entendre la musique sous l'eau. Et ce qu'on a vu, donc on a émis, après je crois que ça sera fini sur les sons, on a émis le son de battage de pieux. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est de l'impulsif. Hein. Donc, et on a émis, comment dire, des bruits de forage. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais reprendre le micro. Donc, vous voyez ce qu'on a regardé après. On a regardé un contrôle, un niveau 1 de son, un niveau 2, niveau 3. Donc ça, c'était le niveau maximal presque à la source. On voit que quand on met du battage, on a peut-être tendance à augmenter, accélérer la métamorphose. Tiens. Et là, quand on regarde, comment dire, le forage, on retarde la métamorphose. Ça veut dire que nos larves, là, elles sont sensibles au son. Elles sont capables, comment dire, de changer un petit peu leur dynamique en fonction d'un son anthropique. Et ça, c'est pas rien. Hein. Ça peut vouloir dire, je suis sur un habitat qui n'est pas bon, eh ben, j'accélère ma métamorphose parce que j'entends un son qui me paraît sympa, je me fixe, là je meurs. Donc, on pense qu'il y a des enjeux qui sont très importants. On sait qu'on détecte, alors je ne vous donne pas tout le détail de ça, ça sera une autre conférence, mais on sait en tout cas que les sons sous-marins anthropiques, notamment les basses fréquences, vont avoir une influence et les sons continus sont beaucoup plus impactants que les sons impulsifs. Alors en Arctique, je vous ai parlé de Yatella arctica, là, je ne vous en ai pas parlé, excusez-moi, de bivalves qui étaient, comment dire, sur le sédiment. Et ça marche mon... Vous m'entendez? Oui. Et donc, ces bivalves qui sont sur le sédiment, là, on ne connaît rien sur l'écologie larvaire en milieu arctique, polaire. On n'a pas moyen de suivre tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des collecteurs à larves. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'ambiance un peu sombre sous l'eau, voilà ce que les plongeurs ont pu voir quand ils échantillonnaient au mois de mai. C'est complètement noir. Vous avez une petite bouée, un mouillage, des plaques. Les plaques étaient propres après 1 an, mais c'est comme s'il n'y avait rien eu.
Et par contre, dans ces petits collecteurs, là, c'est des petites éponges plastiques, là, on a trouvé beaucoup de Yatella artica, c'est des petites recrues, toutes jeunes, hein, et qui ont des piquants. Et on s'est posé les questions, justement, tiens, c'est quoi la dynamique? Parce que Yatella artica, c'est celui qui est mangé principalement par le morse. Et on a vu qu'il y avait plusieurs vagues de ponte, 5 vagues de ponte. On a vu pas mal d'éléments intéressants. Et ce que je voulais vous souligner lors de cette présentation, c'est que les coquilles Saint-Jacques, alors je ne vous ai pas parlé de coquilles Saint-Jacques, c'était ce qui se passait, si je vous en ai parlé, sur le parc de Saint-Brieuc. Les coquilles Saint-Jacques que vous allez trouver en rade de Brest ou en France, elles sont habituées au bruit depuis longtemps. Hein, elles ont entendu des bruits de bateaux, elles ont entendu pas mal de choses. Nos Yatella, là, qui sont ici, nos petites recrues, là, quand vous faites des enregistrements de son dans notre fjord, les niveaux de son sont les plus bas que je connaisse. On est vraiment dans le monde du silence à la version Cousteau. Là. Eh ben, on peut se poser des questions hein, sur si on commence à avoir une surfréquentation de tourisme, de bateaux de touristes qui arrivent dans un site, est-ce qu'on ne va pas favoriser certaines espèces invasives au niveau de ce recrutement, au niveau de cette arrivée larvaire, et est-ce qu'on ne va pas défavoriser ces espèces-là? Ça, c'est des questions qui me travaillent beaucoup et sur lesquelles on travaille de plus en plus. On travaille actuellement à un projet avec les Québécois sur l'influence du trafic maritime et des cargos. Et sur les moules bleus, on voit des choses qui se passent, des stress, on voit des changements au niveau du métabolisme. Donc on voit que nous, écologistes, nous avons complètement oublié que le son, ça pouvait être un facteur au même titre que le stress thermique ou le stress de contaminants. Hein, donc ça, c'est des enjeux qui, à mon avis, en Arctique, vont être à venir. Et on en parle beaucoup actuellement, hein, sur tout ce qui est aménagement portuaire. Alors, on peut jouer sur ces niveaux de son, hein, notamment en diminuant la vitesse des bateaux, hein, par exemple. Hein. Ça, c'est un élément qui est important. Diminuer la vitesse des bateaux, nettoyer des coques. Ça, un bateau qui est sale, ça fait plus de bruit hein, qu'un bateau qui est propre. Alors, c'est quoi les projets futurs? Eh ben, les projets futurs... je reviens du Groenland, j'étais en août au Groenland, on a refait des échantillons qui avaient été faits il y a 25 ans par mon collègue danois. Donc on va pouvoir voir des évolutions un petit peu de notre biodiversité à 25 ans d'intervalle, ça c'est intéressant. Et puis avec le changement climatique et puis la diminution du couvert de glace, eh bien, on a accès maintenant à des zones qui n'étaient jamais accessibles, notamment la mer de Lincoln. Et ça, c'est une collaboration que je vais faire avec les Québécois qui sont de l'Université Laval. Et on va, l'année prochaine, dans un an, aller échantillonner cette zone qui vient juste d'être découverte et où j'espère qu'on va pouvoir voir les chaînes alimentaires, voir quel est l'état juste vraiment dans un contexte assez pristine, hein, assez vierge, et aussi, j'espère, découvrir des nouvelles espèces. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que quand nous allons sur le terrain, hein, on a pris l'habitude maintenant avec nos collègues d'emmener des artistes. Parce qu'on s'aperçoit que faire des démarches arts et sciences, c'est très intéressant. Et donc on est capable d'amener des photographes hein, sur le terrain, d'amener des musiciens. Et au bout de tout ça, on a des créations sonores, on a des expositions qu'on fait, hein, avec des photos sous la glace, avec des œuvres qui sont faites par Jean Gomy, là, qui est un photographe assez exceptionnel qui est à l'Académie des Beaux-Arts. Et ça, c'est super enrichissant, je dois dire, pour un scientifique, de s'associer avec un artiste, de partager cette sensibilité, et l'artiste se nourrit un petit peu du scientifique et inversement. Donc voilà, moi j'ai fini. Donc je prends des questions, et puis juste pour vous dire que les prélèvements en Arctique, c'est pas toujours évident. Ça, c'est moi sur le pont en train de revoir mon filet qui remonte. Je suis bien content. Voilà, merci.